Bonjour et merci de nous rejoindre pour le 13h de la télévision du Burkina au sommaire de ce lundi. L'ouverture du procès Thomas Sankara, 34 ans après l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Enfin, l'heure de la vérité au tribunal militaire de Ouagadougou. L'ambiance au premier jour, mais aussi les attentes des populations, réactions des citoyens en début de journal. Également au sommaire, l'établissement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Serbie dans les Caraïbes. Les citoyens burkinabés seront exemptés de visa d'entrée à la Fédération Saint-Christophe et Nevi. Nous serons à Belgrade dans un instant. Et puis un invité dans ce journal, Dr Amidou Tamboura, directeur général du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, le Fonds RID qui souffle ses 10 bougies, 10 ans de financement de la recherche et de l'innovation, bilan et perspective, on en parle dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, vous l'aurez remarqué en image, ici en arrière-plan, la télévision du Burkina est aux couleurs du FESPACO, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tiendra donc du 16 au 23 octobre prochain. Événement grandeur nature à vivre sur nos antennes. La chaîne au cœur des grands événements. L'événement du jour est sans conteste l'ouverture du procès Thomas Sankara ce matin, assassiné le 15 octobre 1987. Que de péripéties, mais l'on y croit enfin car le procès a débuté ce lundi au tribunal militaire de Ouagadougou. Nos équipes sont sur place. Draman Guéné, bonjour. Bonjour Draman Dadia. Quelle ambiance ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou? Alors nous sommes bel et bien au tribunal militaire de Ouagadougou, délocalisé ici à la salle des banquets de Ouagadougou 2000. Alors il faut dire que tout a commencé ici et le président Meda a commencé par l'appel nominal de tous les 14 accusés. Blaise Compaoré et Yacinthe Kafandou n'ont pas répondu à l'appel, donc absents à l'audience. Les 12 autres sont donc présents. Il s'agit du général Gilbert Diengéré, Jean-Pierre Palme et Alidou Débré, donc le signataire de l'acte de décès du président Thomas Sankara. Donc les trois principaux que je viens de citer. Il y a aussi 4 autres accusés dont l'action s'est éteinte avec la mort. Alors, Draman Dadian, ce sont 12 accusés qui comparaissent devant le tribunal militaire ici à Ouagadougou 2000 et 2 autres seront jugés par contumace parce que absents à l'audience. Alors, le deuxième acte posé par le tribunal, c'est la composition du tribunal militaire. Il faut le dire que le tribunal militaire est composé de 5 juges, dont 2 juges professionnels et 3 juges associés militaires. Les 2 juges professionnels sont donc désignés d'office il y a longtemps. Fulbert Meda est le président et il a une conseillère. Ce matin, donc, après l'appel nominal des accusés, le président Meda est passé à la composition de la chambre de première instance censée connaître du dossier. C'est donc la désignation des 3 juges militaires titulaires et les suppléants. Draman Dadia, il faut dire que c'est la partie qui a plus duré ici parce que visiblement les militaires ne veulent pas siéger au tribunal militaire. Car donc la loi impose de choisir parmi les militaires dont le grade est supérieur ou égal à celui de l'accusé le plus gradé, en l'occurrence le général de brigade Gilbert Diengéré. Les 2 généraux, donc il s'agit de 2 généraux qui sont d'abord appelés à la barre pour être entendus et qui ont simplement rejeté l'offre. Il s'agit donc de 2 généraux, des officiers généraux qui ont donc rejeté l'offre parce que se disant plus proches de certains accusés ou certains qui se disent un peu mal en point. C'est le cas donc du général Nazingunga Ouedraogo qui est l'ancien médecin personnel du président Blaise Compaoré. Donc recherche infructueuse au rang des officiers généraux. C'est finalement dans les rangs des colonels que l'on aura les 3 juges militaires. Il s'agit du colonel-major Bourema Ouedraogo, qui était jusque-là vice-président du comité national d'organisation du 11 décembre, et de l'intendant militaire, donc colonel-major Alfred Somda, et du colonel de gendarmerie Saturné Paré. Donc, Foda, donc, c'est les 3 juges assesseurs titulaires qui vont se joindre au président Meda et sa conseillère pour rendre justice à Thomas Sankara et de ses compagnons. Les 3 autres suppléants ont aussi été désignés. Voilà, Draman Dadian, la composition du tribunal militaire chargé de juger le dossier Thomas Sankara.
Un procès militaire délocalisé, vous l'avez dit, à la salle des banquets de Ouaga 2000. On imagine que l'accès n'est pas aisé. Justement, Draman Dadian, tout est passé ou filtré ici. L'accès est très compliqué. Les lignes se dirigent jusqu'au garage de la salle de conférence. Alors, et il faut le dire que les populations sont sorties très nombreuses. Dès 8h30, la salle est comble, aucune place assise encore. Toute la grande salle de conférence, de banquet donc de Ouaga 2000 est pleine à craquer, aucune place assise. Donc c'était avec grand découragement que beaucoup sont donc invités à repartir des longues files d'attente qu'ils étaient donc obligés de démobiliser parce qu'il n'y avait aucune place encore dans la salle d'audience. Draman Guéné, est-ce que l'audience a démarré? Justement, l'audience a démarré donc par les deux actes que je viens de citer, la composition du tribunal et l'appel nominal des accusés. Il faut dire qu'après la composition du tribunal, le président a demandé une suspension d'audience pour donc échanger avec les avocats et toutes les parties, le parquet, les avocats et le tribunal sur la conduite à tenir au cours de ce procès. À quelle heure ça doit démarrer, à quelle heure il faut suspendre, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas retenir. Donc, c'est toutes ces questions-là qui seront donc discutées au cours de cette suspension et jusque-là, ils sont donc retirés dans une salle pour discuter de ces sujets-là. Merci à toute l'équipe RTB mobilisée sur place et rendez-vous au journal de 20h pour tout savoir au premier jour de ce procès de l'affaire Thomas Sankara. La parole également aux citoyens, leur avis au premier jour de ce procès, légitime selon les uns pour connaître la vérité sur l'assassinat du président Thomas Sankara, mais pour d'autres, le gouvernement gagnerait à se pencher plutôt sur la situation sécuritaire, le terrorisme qui ne cesse d'endeuiller le pays. Propos recueillis par Nongba Kouda et Anakam. Je pense que c'est une très bonne idée. Vraiment, vu la situation a assez duré, donc c'était vraiment nécessaire que le procès commence. Voilà. On espère que ceux qui ont commis ces crimes viendront répondre. Par exemple, le président Blaise Compaoré, il n'est pas là. Ils sont là en train, ils veulent faire la justice avec... Il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Puisqu'ils ont dit que, envers moi qui ai arrêté comme ça, moi je peux dire que si c'est ceux-là même qui vont juger là, ils ont déjà cassé même verdict là. Envers moi je sais qu'ils vont condamner tous ceux qui ne sont pas là, alors que c'est pas normal. Ça c'est pas justice. Quand on dit une justice là, la justice doit être équitable. Ils n'ont qu'à voir pour que Blaise Compaoré aussi essaie de voir pour venir participer. Et bon, mais depuis là, c'est silence, on ne sait pas comment ça se passe et puis c'est comme cela. Donc les gens là parlaient que le président Roch Marc Christian Kaboré n'a qu'à voir pour que ça soit rapidement. À mon avis, je pense que c'est une bonne idée de rendre justice à qui que ce soit. Bon. Mais il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Bon, je ne vais pas dire que ce sont des futilités, mais même vous et moi, vous voyez que non, il y a trop de problèmes à régler à l'égard de ça. Quelque chose qui est passé plus de 30 et quelques ans comme ça là. Bon. Donc c'est pas quand même sérieux de maximiser sur ça. Bon. C'est mieux, on n'a qu'à voir le cas du terrorisme là d'abord. De mon point de vue, je pense que ça sera plus judicieux que tout le monde soit présent. Notamment ceux qui sont à l'extérieur, qui soient présents au procès et au jugement. Et aussi on demande que la vérité soit faite. Voilà, c'était là des propos des citoyens burkinabés recueillis par Nongba Kouda et Anna Kam. Suite de ce journal, le Burkina Faso et la Fédération Saint-Christophe et Nevi formalisent leurs relations diplomatiques. L'accord signé par le ministre Alpha Bari et son homologue serbière à Belgrade permettra d'exempter les citoyens burkinabés de visa d'entrée à la Fédération Saint-Christophe et Nevi. On en sait plus avec notre envoyé spécial au Lopoda. Ces signatures apposées ici à Belgrade, dans la capitale serbe, sont l'expression de la confiance entre deux États, la Fédération de Saint-Christophe et Nevi dans les Caraïbes et le Burkina Faso. Des signatures qui matérialisent leur engagement à regarder dans la même direction. Le ministre Alpha Bari et son homologue de la Fédération de Saint-Christophe et Nevi formalisent ainsi les relations diplomatiques entre les deux pays.
Ces documents paraphés obligent les deux États au respect des obligations découlant de leurs accords. Le ministre avec qui nous avons déjà des contacts directs nous a soutenus dans le cadre de vote pour certains de nos compatriotes au niveau international. Le premier acte que nous avons posé de façon concrète, c'est l'exemption des visas sur tout type de passeport entre nos deux pays. C'est un important accord qui va permettre à nos populations de se déplacer librement entre nos deux pays. Considérant aussi les Caraïbes comme faisant partie de l'Afrique, il était temps et important que nous signions des accords de coopération entre nous Africains. Avec une population estimée à plus de 53 000 habitants, la Fédération de Saint-Christophe et Nevis dans les Caraïbes s'étend sur une superficie de 260 km² et a une économie essentiellement tournée vers le tourisme, la construction et les services financiers. Et cet accord d'établissement des relations diplomatiques est un pas vers le partage d'expériences pour le renforcement des liens commerciaux, socio-économiques et culturels au bénéfice de leur population. Autre point de l'actualité, vous le savez, la gestion du fonds minier de développement local fait parfois polémique. Eh bien, sur initiative du consortium EUMC et ceci, deux ONG canadiennes, une soixantaine d'acteurs des collectivités territoriales ont été invités à Bobo-Dioulasso autour de la question du fonds minier de développement local. Des échanges pour permettre aux jeunes et aux femmes de bien profiter du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive. Un fonds orienté vers le développement des collectivités. Hassan Gourabou, Ismaël Saturné Paris. Le Fonds minier de développement local, au cœur de cet atelier d'échange et de partage d'expériences entre les communes sur la gestion de ces fonds. Sous l'initiative du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive AGCD, il s'agit pour les participants de réfléchir sur comment ces fonds peuvent mieux contribuer au développement des collectivités locales, en prenant en compte les besoins des jeunes et des femmes. Nous accompagnons les communes qui sont impactées par l'industrie extractive pour les aider à profiter en tout cas des retombées socio-économiques de la présence des mines dans leur localité. Et nous avons convié nos communes d'intervention et d'autres communes du Burkina Faso qui ont des expériences en la matière pour les permettre de partager leurs expériences, surtout comment les différentes collectivités, particulièrement les communes, prennent en compte les besoins des femmes et des jeunes. Plusieurs communications et échanges vont nourrir le menu de cette rencontre. Entre autres, les mécanismes d'utilisation du Fonds minier du développement local et les expériences des communes de Falangoutou, de Yalgo et de Houndé en tant que zone bénéficiaire. L'objectif à terme est que les acteurs parlent le même langage pour plus d'efficacité sur le terrain. Après avoir décidé d'élargir justement ces fonds au profit des collectivités territoriales, des textes ont été pris. Et maintenant, sur le terrain, il y avait des difficultés d'interprétation entre les différents acteurs, et les élus, et les services financiers, ce qui fait que par moment, il y a des difficultés, en tout cas orienter au mieux, en tout cas ces fonds-là, pour contribuer efficacement au développement. Voilà pourquoi il fallait en tout cas tenir cet atelier-là, pour permettre aux autres d'harmoniser leur point de vue autour de la question. Et cet atelier pourrait être une opportunité, voir comment nous pouvons entreprendre des mécanismes afin que le Fonds minier pour le développement local soit un véritable levier pour le développement et l'impact positif au profit de nos communautés riveraines. Le Fonds minier de développement local a été créé en 2015 et opérationnalisé en 2019. Depuis cette date, c'est plus de 70 milliards de francs CFA que les communes et régions du Burkina Faso ont bénéficié. À présent, la page entretien de ce journal. Le FONRID a 10 ans de financement de la recherche et de l'innovation, bilan et perspective. Docteur Tamboura, merci de nous rejoindre. Vous êtes donc le directeur général du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. DG, en 10 ans, quels sont les acquis? Merci de nous recevoir cet après-midi. 10 ans pour le FONRID, disons que c'est un parcours relativement court, mais qui nous a quand même permis de financer un bon nombre d'équipes de recherche
à travers le pays, mais également de renforcer les capacités de plusieurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous pensons que le parcours est relativement riche en attendant que nous nous fassions de meilleures perspectives. Pour des recherches, on a besoin de financement. Est-ce que les chercheurs se bousculent? Absolument. Vraiment, c'est plus que de la bousculade, c'est un engouement que nous enregistrons pour ce financement qui est mis en place par l'État et qui est renforcé par les partenaires et qui nous permet quand même de satisfaire un tant soit peu les chercheurs. Mais réellement, nous ne sommes pas encore à la hauteur de leurs attentes. Ils demandent et nous n'arrivons pas à satisfaire cette demande-là. C'est-à-dire que les fonds sont insuffisants? Absolument. Il faut vraiment beaucoup plus de ressources. Il y a beaucoup d'équipes, mais ce n'est pas seulement les équipes. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Et je pense que les chercheurs ont une contribution importante à apporter, les inventeurs, les innovateurs. Et c'est là qu'on voit la disproportion entre le besoin de financement et les problèmes à régler. Vous le dites, hein, les ressources sont maigres, alors que les attentes sont là. DG, pour l'avenir, qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour l'avenir, je pense qu'on peut regarder essentiellement du côté du renforcement de la mobilisation des ressources financières, avec les tutelles, notamment la tutelle financière, qui est le ministère de l'économie et des finances, et la tutelle technique, qui est le ministère chargé de la recherche. Nous avons bâti une stratégie qui va permettre de booster un peu le volume financier, notamment avec les ressources nationales, mais également avec les partenaires qui s'annoncent. Voilà. Les festivités des 10 ans du FONRIR, c'est du 13 au 15. Concrètement, qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour la célébration de ces 10 ans, nous avons prévu des conférences, 2 conférences principalement, pour plancher un peu sur ce que nous avons comme procédure, qu'est-ce que nous faisons, comment nous le faisons, est-ce que nous le faisons bien, qu'est-ce qu'il faut modifier s'il le faut. Donc, il y a des échanges autour de cette thématique. Il y a également des panels qui vont plancher sur la problématique même du financement de la recherche dans notre pays. Des panels également sur la valorisation des résultats de recherche, parce que lorsque les équipes vont travailler avec les ressources que nous leur donnons, elles génèrent des résultats, des technologies, des inventions, des innovations. Comment faire pour que la société puisse consommer ces produits de recherche? Donc nous allons plancher également à travers les panels sur ces thématiques-là. Voilà. C'est seulement un rendez-vous des chercheurs où tout le monde est invité? Pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup, tout le monde est invité. D'ailleurs, je vous renvoie la balle. Tout le monde est chercheur. J'allais dire que même la ménagère dans la cuisine est chercheur. Ces sauces, ces cuisines qu'elle nous prépare tous les jours, c'est des recettes dont elles seront le secret. C'est de la recherche. Donc tout le monde est invité pour parler de ce financement de la recherche parce que tout le monde est éligible à nos ressources. Chers chercheurs, vous êtes donc tous invités du 13 au 15 octobre. C'est donc à 24 heures de l'ouverture du FESPACO. Hein? Tout à fait. Merci DG pour toutes ces informations suite de ce journal. Et donc, nous parlons de la gestion, la bonne gestion des ressources humaines. La conférence annuelle des GRH tenue jeudi dernier, table également sur la situation du personnel, état des lieux, défis à relever, mais aussi les perspectives pour plus d'efficacité dans la gouvernance administrative. Explication de Ali Doubadini et Mariama Tamboura. Le Fonds minier de développement local, au cœur de cet atelier d'échange et de partage d'expériences entre les communes sur la gestion de ces fonds. Sous l'initiative. À cette conférence annuelle, les gestionnaires des ressources humaines mènent la réflexion autour du conseil de discipline. Il s'agit là de faire un diagnostic de ces instances de gestion des différends à la base, prenant en compte à la fois la connaissance des acteurs de la procédure disciplinaire, la qualification de la faute et la proposition de sanctions. Lorsqu'on regarde aujourd'hui notre administration publique, le constat le plus basique qu'on fait, c'est la montée, c'est la recrudescence de l'indiscipline dans tous ses pans. Alors,
Concomitamment à ça, lorsqu'on regarde la répression en matière disciplinaire dans l'administration, c'est très très faible, quasiment inexistant pour beaucoup de départements ministériels. C'est vrai, on n'en prend pas du plaisir à sanctionner quelqu'un, mais ce sont des règles qui sont mises pour que ça marche. La question du traitement des actes de carrière des agents publics constitue également un point d'intérêt sur lequel les acteurs vont se pencher. Beaucoup d'agents ont des dossiers qui ne sont pas à jour. Il y a un manque à gagner et cela constitue donc des troubles et n'encourage pas les agents publics sur le terrain. Donc nous souhaitons que ces questions également soient revisitées afin qu'on puisse trouver un process très accéléré et efficace qui permette aux agents publics d'avoir une situation claire de leur carrière. Pour ces acteurs, les résultats des travaux de la présente conférence se posent en termes de défis. Il y va de la viabilité de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les questions disciplinaires et la prise à bonne date des actes de carrière des agents publics. Sport, football, Burkina, Djibouti, c'est encore cet après-midi pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les requins laminés 4-0 lors de la dernière confrontation il y a juste 3 jours. Kamou, Malo et ses poulains le savent bien, il faut battre à nouveau les tendres requins et faire le plein de points. Les enjeux du match Burkina-Djibouti, c'est avec Salifou Belem et Jean-Modeste Ouedraogo, nos envoyés spéciaux à Marrakech au Maroc. Côte à côte, les bras croisés, Kamou Malo et son adjoint Firmes Sanou observent les joueurs en plein écrassage. Ils se concertent pour trouver la meilleure formule lundi après-midi face à Djibouti. La clé de ce match, serait bien sûr le premier but, parce que nous allons exploiter aussi tout ce qui est en notre possession. Je n'aime pas à dire devant la presse ce que nous allons utiliser comme tactique, parce que ce ne serait pas intelligent de notre part. Mais sachez simplement que nous avons aussi notre petite idée, en tout cas pour jouer cette équipe-là la deuxième fois en 3 jours. Pas de temps à perdre et sous la houlette de Firmes Sanou, les joueurs remplaçants au match aller sont soumis à un petit échauffement fait de passes courtes suivies de contrôle de balle avant une opposition sur une surface réduite. La victoire 4-0 vendredi soir est déjà derrière et les regards sont tournés vers l'acte 2 de la double confrontation face à Djibouti. On est des professionnels, on doit rester concentrés. On se focalise sur ce match. Bon, et face à un adversaire a priori faible, mais un match n'est pas gagné, jamais gagné d'avance. Donc du coup, eux aussi, ils apprennent. À chaque match qui passe, ils apprennent. Du coup, on doit faire que le premier match, on doit s'améliorer. On va se concentrer sur ce qu'on a fait de bien et de moins bien pour améliorer. Et voilà, au rendez-vous, si lundi on peut encore marquer 3 ou 4, bah, tant mieux pour nous. Sinon, on se contentera de peut-être 1-0. Pour ce acte 2, le sélectionneur des étalons pourra compter sur le retour de Gustavo Sangaré, mais il devra se passer de Bertrand Traoré, toujours en convalescence, et donc forfait pour ce match. Revue de presse avant de refermer cette édition à la une des quotidiens de ce lundi. Le procès sur l'affaire Thomas Sankara, assassiné il y a de cela 34 ans. Enfin, l'heure de la vérité. Certains témoignages, comme celui de Gilbert Diendéré, pourraient édifier l'opinion selon nos confrères. Lecture croisée des journaux avec Vincent Kendrebiogo. Jugement de l'affaire Thomas Sankara, un procès digne d'intérêt pour l'histoire et l'avenir. C'est un commentaire du journal Le Pays. Selon le journal, c'est un procès sous haute surveillance qui fera date, mais sans la présence des personnages les plus emblématiques du dossier, notamment Blaise Compaoré à qui le crime a profité. Sans Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, le général Gilbert Diendéré, lui, est là et peut contribuer à la manifestation de la vérité tant attendue. Et ce sera le soulagement pour tous de savoir qui sont les coupables dans l'élimination physique de l'icône panafricaine. Enfin, un procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune, s'exclame l'observateur Palga. Mais la vérité du tribunal sera-t-elle celle de l'histoire, se demande l'Obs. Dire que c'est un procès où toutes les vérités ne seront pas dites, avec une forte tendance à confirmer les a priori idéologiques et politiques des vainqueurs du moment,
C'est un pas que l'Obs ne veut pas franchir. Mais, tout comme le pays, ce journal invite aussi le général Diendéré à se mettre à table afin que le Burkina, l'Afrique et le monde entier soient situés sur les tenants et les aboutissants du massacre du 15 octobre. Qui a tué Sankara? Aujourd'hui, Ofaso attend une réponse du tribunal militaire qui aura fort à faire. Panthéonisé par l'Afrique, Thomas Sankara est un mythe, une légende, car tué trentenaire avant d'avoir déçu et sans que son comportement ait pris une ride. Difficile de juger un mythe, d'autant que les événements remontent à plus de 30 ans dans le passé. Là encore, beaucoup fondent leur espoir sur Diendéré pour peu que le taiseux ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré se décide à parler franchement. Siloya crie à la victoire sur l'impunité. Blaise Compaoré, principal mis en cause, se refuse à comparaître comme si après 34 ans, il voudrait continuer à porter comme une croix cette présomption de culpabilité. C'était pourtant l'occasion pour lui de dire sa part de vérité sur cette affaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Le journal version langue nationale Moré Fulfulde Djoula. C'est à partir de 14h. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.